Ahmad, comment ça va? Mehdi, Maisie, comment ça va? Très bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai. Oui. Même si on se parle de temps en temps, ça arrive, on échange, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et c'est cool. Vraiment, je suis très heureux que tu sois là, ici, pour ce nouveau projet qui s'appelle La vie est bien faite. Et je trouve ça, moi c'est un titre déjà qui m'a surpris de ta part. C'est peut-être en fait, c'est peut-être mon premier album en fait. Ah, tu dis ça? Ouais, je pense c'est le côté un peu, ouais, je l'ai peut-être fait à la reculons, tu vois. En fait, Okay. Peut-être c'est mon premier album, je pense, dans le côté spontané et ouais, une philosophie de vie que j'ai eue, en fait, que je me suis, c'est un peu la méthode Coué, tu vois. Quand tu te dis, faut que ça, vas-y, essaie de penser un peu comme ça. Ok. Vas-y Samir, essaie de penser comme ça maintenant. C'est plus positif, tu penses? Non, pas plus positif, d'accepter les choses, qu'elles soient négatives ou positives, et puis de jouer avec, tu vois. Et puis que t'as pas de contrôle. Et le lâcher prise aussi, tu vois. Ça a été compliqué de lâcher prise. C'était trop dans le contrôle dans le passé, dans... Ouais, un petit peu. Pas tant que ça, pas sur la musique, hein, je parle vraiment. Ouais, sûr, ouais. C'est une question de vie, de Oui, vie oui. de tous les jours où tu essayes de. On en parlait, toi, quand t'es antenne, jeune papa Ouais. et que tu veux, ben voilà, ou des choses comme ça, ou par rapport au taf, par rapport à plein de choses, tu essayes d'être au maximum de ce que tu penses être, tu vois. Et ben en fait, en lâchant prise, ben, je pense que c'est les moments où tu es le plus toi-même au final. Enfin, les choses t'arrivent comme elles doivent t'arriver, et c'est à toi de les prendre. C'est là que justement, c'est pas en projetant des choses qui devraient t'arriver, comment je vais réagir. Tu les prends et tu vis le truc, je pense. Finalement, c'est que la deuxième interview qu'on fait ensemble, je crois on en avait fait une il y a vers 2015, quelque Ouais, chose comme ça. quand on était jeunes. On était plus vraiment... Moi, on était jeunes et beaux. Maintenant, on est que beaux. Et il y avait quelque chose aussi qui était intéressant, je trouve, c'est que toi, tu avais une vision, il me semble en tout cas, assez récréative du rap et même du hip-hop. C'est-à-dire que t'en faisais très sérieusement, mais tu avais une autre vie aussi professionnelle à côté. Tu m'avais dit, je me souviens d'une phrase qui m'a marqué, que je ressors parfois, tu m'as dit, moi je pense que même quand j'aurai 60 piges, je serai encore le mec qui rappera avec mes amis, comme tu as des mecs qui jouent de la guitare en vacances. Donc c'est un truc qui faisait vraiment partie de toi et que tu imaginais, lequel tu imaginais vieillir, mais qui n'était pas forcément quelque chose qui devait devenir ton quotidien. En tout cas, c'est comme ça que moi je le voyais à l'époque, c'est comme ça que je l'avais compris. Ouais. Là, je crois que c'est quelque chose qui a changé, où en fait tu te laisses aussi... t'as pris une décision pour qu'en gros, être à temps plein dans la musique, je sais pas, on en parlait en antenne, mais en tout cas te laisser du temps pour peut-être en tout cas aller plus loin, et comme si t'avais un peu l'envie de se dire, bon, il y a peut-être un truc à faire, peut-être que je peux aller encore plus loin que là où je suis allé dans le rap, j'ai peut-être envie de creuser ça un peu plus sérieusement que dans le passé. Est-ce qu'il y a ça? Ouais, alors... en partie, en fait, je dirais que... En fait, j'ai toujours aimé ça. Ouais, en fait. ça le rap, j'ai vraiment toujours aimé ça. Depuis... là, je réécoutais en plus Cajol, un album, c'est un album de 1994, Cajol. Un des premiers trucs que j'ai écouté, et je me dis, ouais, en fait, c'est vraiment... Tu sais, j'ai commencé avec ce gars-là, Cajol, Fear It Itself, et c'est un album que je l'ai réécouté là en revenant, et je me dis, ouais, en fait, je comprends toujours en fait pourquoi j'aime cette musique, tu vois, et je l'aimerais toujours. Pas lassé. Mais pas du tout. C'est même par rapport à ce qui sort, enfin, même redécouvrir des trucs, tu vois, funky, 4+1, un truc, tu vois, tu redécouvres même des trucs, et des trucs actuels, enfin. Donc ouais, t'es jamais fatigué. Et ça, c'est un truc, je crois que je pense que c'est un lifestyle, on une en façon parlera d'être. après, mais c'était aussi un truc très curieux même envers la culture au sens large. Mais ça, on pourra en parler. C'est un truc qui te nourrit, ça. Ouais, en fait, c'est quand tu y penses, mais sur le moment, tu fais pas ça pour ça. Non, bien sûr. C'est un truc, c'est en toi, tu vois. Peut-être les parents, peut-être les accidents de vie qui font que t'embrasses tout et que tu dis, ouais, c'est cool d'être ici, et d'avoir toute cette info, d'avoir Internet et de pouvoir retourner 30 ans en arrière des trucs que j'étais pas né, ou d'avoir le dernier truc qui a 30 secondes. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça me permet... c'est pas une posture, tu vois, vraiment, j'aime ça. Et même maintenant, tu vois, je pense que c'est un truc que j'aurai toujours, j'espère, en fait. Et puis même si je l'ai pas, bon, bah, c'est que j'aurais trouvé autre chose. Mais... ouais, la curiosité, donc je pense toujours pratiquer. Après, moi, j'ai commencé très tard, hein, le rap. J'étais curieux, mais j'ai commencé à 30 ans.
quasiment, tu vois. Oui, c'est tard dans la vie tard. d'un rappeur. T'arrêtes à 30 ans. Non, tu dis que t'arrêtes. Tu dis que t'arrêtes pas. Tu dis que t'arrêtes. Moi, je commence, tu vois. J'avais 30 ans, toi, pour pendant un magnifique. Tu vois, après, t'avais déjà fait du rap avant. J'avais fait du rap avant. Je veux pas dire que t'as commencé avec. C'était peut-être ton projet le plus abouti à l'époque, mais je sais, Herman Plaza et d'autres choses qui sont plus disponibles sur la plateforme, dont mes collègues, mes anciens collègues de l'ABCR avaient même déjà parlé. Donc, oui, c'est vrai. Dans les années 2000, tu existais déjà. Oui. Bah, c'était vraiment, mais on faisait ça vraiment. Comme je dis, quand tu joues au basket le dimanche, c'était exactement comme ça. Et je faisais plus du rap parce que j'avais la possibilité de faire des disques que parce que j'avais le talent de faire des disques. C'était juste ça, tu vois. Mais ça aurait jamais dû même, tu vois, voilà. Après pour moi, le premier acte où j'ai dit, je veux le faire pour le faire, c'est Perdre un Manu. Justin Herman Plaza, un petit peu. Mon Polo, les trucs comme ça avec Dan. Et les trucs avec Dan, Sako, qui m'ont vachement aidé. Ils m'ont dit, ok, tu peux faire des trucs. Et après, voilà, c'est là que ça a découlé. En fait, je me consacre pas c'est que j'ai pu je ne travaille plus là où je travaillais avant. Je gagne différemment ma vie. Mais c'est des trucs. Tu peux pas te consacrer qu'à la musique. Si tu deviens anthropophage comme ça devient. Là, tu t'abîmes. Enfin, pour moi, je m'abîmerais. Et je sais que si je commence à faire ça, c'est que si tu fais de ça de façon hyper professionnelle, moi, je m'ennuierais fortement. Et que nenni. Est-ce que du coup, ça te met. Parce que, encore une fois, moi, j'étais aussi resté sur ce côté-là. Vas-y, tu sors tes projets qui sont souvent très apprécié par les gens qui te suivent, par ta communauté, par un certain public dans le rap français. Puis c'est pas grave. Puis même moi, je me souviens de la discussion qu'on a vue, en fait, où clairement, tu te positionnais aussi, pas du tout en conflit avec le rap game, mais en mode, t'es content d'en être un peu à côté. T'avais pas forcément envie d'entrer dans ce jeu-là, dans le jeu des labels, etc. Est-ce que maintenant, non pas que tu y sois fatalement rentré, mais est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, bon ben, j'ai quand même envie de regarder, j'ai quand même envie de mettre mon pied là-dedans et peut-être d'amener ça encore plus loin. Et j'en parle aussi parce que sur l'album, tu dis aussi qu'à un moment, t'es plus ou moins vu comme un rappeur spé. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis Mastrick le plébiscite, mais on me voit comme élitiste. L'entre-soi me dit élitiste. Voilà, tu rappes mieux que moi. mais donc, t'as aussi évidemment conscience de ça, de ce côté-là, un peu, tu vois, c'est du rap qui est vu comme rap spé, tu vois, enfin, même si moi je le vois pas comme ça, mais en tout cas, on va vite le cataloguer comme ça. Est-ce que ça, t'en as marre à un moment, et tu dis, j'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a derrière ça. Est-ce que je peux pas retourner la pièce, quoi? Non, en fait, cette phrase-là, c'était vraiment par rapport à une posture. J'ai remarqué une posture d'auditeur, souvent. Et maintenant, il y a les auditeurs. Les auditeurs ont des postures, je pense, tu vois. Les rappeurs sont les rois de la posture, mais de l'imposture et de la posture. Mais les auditeurs aussi. En fait, il y a des postures, tu vois. Tu pouvais avoir des auditeurs, en fait, qui, à un moment, veulent être subversifs, tu vois. Et pour être subversif, à un moment, dans les années 2000, c'était d'écouter, par exemple, du rap très hardcore, très de rue. C'est passé, ça. Les politiques sont plus subversifs que les rappeurs maintenant, tu vois. Voilà. Et après, il y a la subversion du mauvais goût. C'était mortel d'avoir tu vois, des auditeurs qui, pour se démarquer, qui étaient rentrés surtout avec un certain rap, qui, pour se démarquer, pour se sentir cool, et presque une forme de jeunisme de temps en temps, aimer le mauvais goût. Tu sais, faisait semblant d'aimer un artiste qu'on dit populiste, même pas populaire, populiste, tu vois. Carrément. Et ça faisait bien, tu vois. Et c'est par rapport à ce genre de posture. Et donc certains artistes, je parle pas même pas par rapport à moi, je parle même par rapport à même des artistes qu'Henry, tu vois, que j'apprécie. On pouvait les mettre de côté juste par rapport à la posture du fait d'écouter ce genre-là, tu vois. Des mecs comme, je me rappelle, à un moment, il y avait Danny Brown, tu vois. Et à un moment, il avait la hype. Et après, les gens n'écoutaient plus, mais pas parce que c'est devenu nul. Pas parce que c'est devenu nul, parce qu'en fait, le fait de l'écouter, ça veut dire que tu es, tu vois. Et ce genre de mécanique, ça, c'est un truc, et je trouve, c'est pour ça que les auditeurs ne se valent pas. Un auditeur ne vaut pas un autre. Pour moi, un auditeur ne vaut pas un autre auditeur. Toi, la vie, par exemple, sur mon album, parce que je connais tes goûts, de Mehdi ne vaut pas la vie de telle ou de telle personne. C'est pas élitiste, ça. Je m'en fous. Total. C'est pas être élitiste. Tu peux pas. C'est pas être élitiste. Non, mais ça s'appelle. C'est un prisme c'est un regard. C'est un prisme différent. Tu peux pas. Moi, quand quelqu'un vient, quand tu lis une chronique, c'est pas être élitiste. J'aime tel auteur, tel critique cinéma. Je veux plus lui faire confiance que c'est juste ça. Je veux plus lui faire confiance. Et c'est pour ça que
l'accumulation de nombres, juste de nombres, moi je trouve pas ça. Moi c'est pas un truc c'est pas ça qui va m'impressionner. Ça m'impressionne pas du tout. Toi, quelqu'un, qui t'écoute? Est-ce que ça m'impressionne pas du tout. Et en plus, on est dans un monde où justement les chiffres, c'est presque le premier prisme. Tu sais, on dit, lui, je le connais pas, mais il a tant d'auditeurs. Mais t'es pas obligé d'être dans ce prisme. Ça, c'est bien si t'es Pascal Nègre. Ouais. Si t'es dans ce prisme Pascal Nègre, Jules Vanish, toi, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je veux savoir ce que Schoolboy Q écoute. C'est ça que je veux savoir. Parce que Pascal Nègre dit que c'est bien, tu vois. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est pas être élitiste, c'est juste gagner du temps. Je gagnais du temps à écouter. On a 24 heures, j'ai des enfants, je fais de la musique. Je veux gagner du temps, je veux savoir qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce que je dois écouter. À des gens. Je fais des confiances à des gens. Chaque auditeur, et même par rapport à la musique, pour moi, il y a même des gens, il y a des compliments qui ne sont pas des compliments. Tu vois, j'aime ta musique parce que au moins ça, tu vois, c'est t'es un arabe, mais presque c'est un peu ça, tu vois. Et ça, c'est des mauvais compliments. Les gens se rendent pas compte, tu vois. Il y a des journalistes comme ça aussi, qui disent Samir Hamad, si vous voulez écouter autre chose que du. Mais non, c'est pas du tout un critère. C'est pas parce qu'il y a pas de bling bling, c'est un critère de qualité. Et on est encore là, et c'est ça qui me gêne. C'est ça que j'ai essayé de dire dans ce genre de phrase. Parce que après, c'est comme des habits. Tu sais ce qui te va, ce qui te va pas. Tout à fait. Tu peux pas mettre en peau de pêche. Toi, je suis 1m64, je peux pas mettre, je suis pas Michael Jordan. Tu vois, je peux pas mettre. Il y a des choses qui te vont, il y a des choses qui te vont pas. La musique, c'est pareil, il y a des choses qui te vont, qui te vont pas, que tu sais, que tu connais pas. C'est exactement la même chose. C'est pas du moment qu'on n'est pas dans la posture. Et le truc, moi aussi, je sais le faire. C'est plus trop mon délire, tu vois. Moi aussi, je sais le faire. Tu vois, pour cette peur. Maintenant, tu sais ce qui te va, en fait. Voilà. Et cette terreur d'être plus dans le coup, qui est déjà ringard pour moi comme mentalité. Moi aussi, je sais le faire, tu vois. C'est intéressant, j'aimerais qu'on parle de ça, parce que espèce de jeunisme, tu vois, qui peut y avoir dans le rap français, et par exemple, moi, je le dis aussi, je veux pas me dédonner, parce que c'est même une critique qu'on a pu me faire parfois, mais Mehdi, il se force à aimer, alors que moi, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai l'impression d'essayer d'être curieux et de m'intéresser à ce qui sort, et je peux me tromper parfois, hein. Et même parfois je peux être euphorique sur des choses qui sortent parce que c'est aussi mon tempérament. Mais c'est subjectif, de toute façon, on se trompe jamais, évidemment. On se trompe jamais. Non, mais après je peux revenir parfois sur des avis que j'ai eus, etc. Mais ça arrive beaucoup dans le cinéma, ça. Ouais, pareil. Sur des films. Pareil. Mais tu vois, c'est vrai que le rap étant une musique, alors c'est de moins en moins vrai, mais tu sais, où le public majoritaire en tout cas a l'air jeune quand tu vas en public, quand tu vas en concert, je comprends ce que tu veux dire. Donc c'est vrai que tu peux avoir ce sentiment-là de se dire, est-ce que je comprends encore ce qui se passe, ou est-ce que, pour un artiste, je vais encore leur parler? Avancer dans l'âge. C'est le grand défi du rap, là, actuellement. En fait, soit il passe pas. Et soit, pour moi, soit il trépasse, ou il survit. C'est ça que tu vois, si c'est une culture ou juste un courant qui tient grâce au business, etc. C'est vraiment là que ça va se jouer. Si tu as des artistes pertinents qui ont plus de 40, 50 ans, qui peuvent exister, tu vois. Je pense, pour moi en fait, c'est juste mon avis. Bien sûr. Et après, c'est peut-être une question plus des générations et d'époque qu'une vérité absolue, tu vois. Quand j'avais 18-19 ans, ça m'arrivait d'écouter des trucs que j'étais même pas né, tu vois. Pareil. Mais ce que j'ai écouté, c'est vrai, par exemple, est-ce qu'on parle d'artistes jeunes ou d'albums qui a été fait par des artistes jeunes? Illmatic a 30 ans. Oui. Mais Illmatic, c'est un gars de 19 ans. 19 piges, ouais. Est-ce que c'est un album de jeunes ou est-ce que c'est un vieil album? Tu vois, c'est ça que. Il y a plein de trucs. C'est pour ça que c'est des questions. En fait, si tu le prends de façon. Le monde titre, tu vois. Si tu creuses pas, c'est compliqué. Et je pense qu'on est dans une époque où le temps fait que on creuse. Il faut juste c'est même pas question d'avoir les bonnes réponses, juste les bonnes questions, tu vois. Et chacun a ses réponses. C'est pour ça que le rap, pour moi. Si on dit c'est une culture, c'est une musique, bien sûr, évidemment que ça touche tout le monde. Et il peut y avoir, c'est même pas une question d'âge ou de génération, c'est une question t'es pas obligé de parler à tout le monde. En fait, c'est pas ça le truc, c'est une musique spé, le rap. À la base, oui. Mais c'est une musique spé. Si après tu la variétises, ce qui est toujours arrivé à tous les courants musicaux français. C'est presque le sens de l'histoire. On n'est pas pop, on est variété. La pop, c'est très différent. Pour moi, le rap français n'est pas du tout pop urbaine. Il est vraiment variété. Et en fait, la variété, c'est le truc qui infiltre toujours les courants musicaux. Le rap a été infiltré, forcément. La variété est là. Mais, en fait, d'ailleurs, quand on dit il y a du rap pour tout le monde,
Donc le rap est varié. Donc Oui, le à rap partir est du moment- variété. Une ouais. fois que c'est ça, c'est de la variété. C'est juste, on prend des petites connotations rap, comme Goldman prenait des petites connotations rock, comme André Rieu prenait des petites connotations classiques. Comme ça, André Rieu est très proche de Aya Nakamura dans l'approche du truc, tu vois. Ouais, je vois ce que C'est la même approche. Et c'est pas grave, c'est bien. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Et c'est pas parler à des gens particuliers. C'est juste, j'aime une musique, qu'elle soit de 1980 ou de 2024 à 2 secondes près. Je l'aime dans son entièreté et il y a plein de trucs que je connais pas là-dedans, tu vois, et que je veux découvrir. T'en finis jamais. Moi, quand j'ai eu Internet, la première chose que j'ai fait, c'était de redécouvrir. Tu sais que j'ai découvert The Roots quand j'ai eu Internet, tard en plus. Tu sais, c'était un groupe que je mettais complètement... parce que j'avais des préjugés. Parce que j'étais dans la posture du truc, ouais, mais tu vois, machin... Les instruments, moi, c'est Capone et Noriega, tu vois. Et en fait, j'ai découvert The Roots et que j'étais passé complètement à côté. Ouais. Et maintenant, Black Sabbath, on dit que c'est un des bon, en France, on s'en fout, mais aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est très respecté par rapport à ça. Bon, j'ai pas encore pleinement écouté. Il y a un travail à faire. C'est infini, comme tu dis. C'est infini. Et t'en finis jamais. Après, si tu restes sur 5-6 artistes, non, et je veux pas que des auditeurs de 5-6 artistes ou des journalistes de 5-6 artistes puissent influencer. Donc, m'influence pas. Donc, j'y pense jamais. Ok. J'y pense jamais. Okay. Et après, j'écoute, je me renseigne, mais c'est vrai que c'est moins. Peut-être avec l'âge aussi. Une fois que tu dépasses, quand tu as 40 ans, les choses curatrices t'impactent moins parce que tu as fait ton propre chemin. Et puis après, peut-être une question de caractère aussi. Il y a des gens têtus, il y a des gens. Mais ouais, moi, je suis toujours jovial là-dessus, tu vois. Et je voulais aussi qu'on parle de ton rapport au jazz, en fait, parce que c'est quand même quelque chose qui me semble important chez toi. Alors déjà sur des prods, c'est-à-dire qu'il y a toujours... C'est pas jazzy, hein. Non, c'est jazz. J'ai pas dit c'est jazzy. J'aime pas ce qui est jazzy. J'aime le jazz. Moi. Ouais. Je déteste ce qui est jazzy. Exactement. Moi j'aime bien ce qui est jazzy, mais moi j'aime pas du tout. Jazzy Jeff. Voilà, j'aime bien Jazzy Jeff. Moi. Ah, bah, Jazzy Jeff. Tiens, il y avait un jazz sur 44 plus One, le groupe, et en fait il y avait un Jazzy Jeff. Mais je me suis posé la question si c'était bien le Jazzy Jeff de Philadelphie. Mais je pense pas. C'était des gars du Bronx. Mais je me suis intéressé. Et il y en a 2, après ils sont partis. Bon, bref, vas-y. Après, je pars trop loin. T'inquiète. Trouble. Mais tu vois, il y a ce truc-là. On sent que dans ta musique, il y a, je trouve, un lien. T'en parles, t'as des références au jazz. Et même toi, j'ai l'impression que tu te vois un peu comme un jazzman, tu vois. J'ai ce sentiment-là en toi. Ouais. Non, mais j'ai l'impression que c'est un objectif. Même dans l'espèce, tu sais, de liberté que tu prends dans ton flow, tu vois, dans la manière que tu as parfois de retomber sur l'instru. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu cherches. En tout cas, c'est un état que tu cherches à atteindre. Tu vois, ce truc de genre, tu vois, genre, espèce d'être un peu... Je m'y connais pas en jazz, hein, d'avoir un peu ce sentiment-là de flotter, tu vois, au-dessus d'un instru. D'être en dehors légèrement des temps. Ouais, exactement. Et de retomber, oui. Exactement. C'est ça le swing, on appelle ça le swing. Voilà. Et ben moi, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose d'important chez toi. Oui. Que c'est une musique que tu as écoutée, ou que tu écoutes d'ailleurs, et qui se retrouve un peu qui se retrouve même beaucoup dans ta musique, que ce soit dans les prods ou dans toi, le rappeur, tu vois. C'est pour ça que pour moi, c'est pas jazzy, parce que jazzy, ça peut être, vas-y, on prend une boucle de jazz et on paiera, tu vois. Ouais. Et ça peut être cool. Moi, ça peut me parler, franchement. Toi, c'est pas ce que tu fais. C'est quoi, du coup, dans quelle mesure cette musique-là, elle arrive, elle t'influence et même elle t'a forgé, peut-être? En fait, quand j'ai commencé à rapper, j'étais hyper droit. Okay. J'avais un flow très droit, avec la rime bien sur le 4e temps, qu'on retrouvait sur le 4e. C'est ce que j'appelle les rimes, où tu pouvais surligner, tu regardes, t'as vu, Moby Cart, hôpital, t'as vu? Ça, c'est une rime que t'as faite, ça. Mais j'aurais fait des mires comme ça. Non, même pas, j'ai jamais fait. Mais c'est le genre de rime, tu vois, où tu trouves presque les mots. Et... Ouais, tu les sens venir. Putain. Et en fait, j'ai fait 2. Et je dis, mais en fait, à l'écoute, je savais que c'était pas ça du tout. J'ai pas le rappeur que tu voulais être, en fait. Non, j'aimais pas ce côté croire technique, c'était mettre une multi sur ça. Que ça devenait mathématique, et je l'ai fait, hein. Toi, quand on parlait de Le Môme qui voulait 3, je l'ai fait énormément. Ouais, j'aimais bien ce projet. Hein. Ouais, mais toi, c'est très droit. C'était beaucoup moins aérien que ce que tu fais. C'est très droit. Ouais. C'est-à-dire que c'est la RDA, tu vois. C'est une marche militaire. Ouais. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire, tu vois. Et j'ai beaucoup travaillé, en fait, là-dessus. Et c'est vrai que le jazz m'a vachement aidé. Un mois, j'ai eu un truc, c'était Big Fun de Miles Davis. Où d'ailleurs, il y a le sample de Mobb Deep.
qu'ils avaient repris. Et à un moment, il commence, donc tu as les temps, c'est assez marqué, c'est un son. Et en fait, il démarre, il y a le temps, il démarre sa trompette, mais pas sur le temps. C'est juste après et il rattrape. Et en fait, si tu remarques, la plupart, 90% quand je rappe, en fait, je pars jamais sur le premier. Et je démarre là. Et en fait, ça en trouve en ce truc-là. Et après, tu peux t'amuser. C'est tout un truc. Après, tu pratiques. Mais c'est juste des trucs. Et je me dis, putain, c'est incroyable. Et après, le silence, après, qui arrive et t'apprends le silence, etc. Et c'est des trucs, en fait, tu dis, ouais, mais en fait, on n'a jamais fini. Et on peut changer les prods, on peut changer les BPM, on peut changer les styles. Et maintenant, avec tous les styles qu'il y a, toi, une rhythmic drill qui va direct. Et en fait, tu dis, ouais, en fait, c'est jamais fini. En fait, on est à moins de mourir, ça s'arrête jamais, tu vois. Et ça, ouais, c'est cool. C'est un truc que j'aime bien pratiquer, tu vois. Tu dis sur le projet un peu pudique, je me cache derrière la technique. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est presque un reproche qu'on veut faire globalement aux gens qu'on va qualifier de techniciens, tu vois. Et notamment je me qualifie plus de technicien, vraiment. Je sais, mais vu que tu parles de technique, je me permets de le dire. Parce que moi, je trouve que sur ce projet-là, finalement, il y a de toi, mais c'est vrai que comme tu as ton écriture qui est toujours un peu... parfois un peu alambiquée, en tout cas, c'est pas droit au but. C'est pas genre... Il faut se pencher, il faut parfois comprendre ce qu'il y a derrière les références, etc. On n'a pas forcément toutes les refs au premier abord, tu vois. Et ça, je pense que moi, c'est ce que je kiffe. Hein. C'est quand je capte une ref, tu vois. Oui, bien sûr, c'est très satisfaisant à l'écoute ou au cinéma. C'est gratifiant, oui. Tu vois, exactement. Mais du coup, quand t'as pas la ref, parfois tu comprends pas toujours ce que toi tu veux dire de toi. Donc, tu vois, c'est pas genre, tu vas pas dire, voilà, j'ai eu un moment difficile dans ma vie, donc j'ai fait. C'est pas comme ça que t'écris, tu vois. Donc il faut avoir tout le bagage presque pour comprendre tout ce que tu veux nous faire passer, je trouve, comme émotion. Comment toi, tu as réussi justement à te livrer dans cette manière d'écrire-là, qui est quand même très imagée, et qui, je trouve, n'est pas premier degré, c'est pas le bon terme, mais n'est pas droit au but, tu vois. Je vois pas un rapport droit au but. Comment tu as réussi à trouver ton truc là-dessus? J'ai l'impression que sur cet album, j'ai été un peu plus droit au but, tu vois, aussi. C'est-à-dire que je me cache moins derrière la technique et vers j'ai l'impression. Après, pour moi, cette façon d'écrire, c'est comme une prise de vue, tu vois. Je fais pas du documentaire. J'aime filmer, j'aime la réalité, mais je veux qu'il y ait de l'esthétique, en fait. Et en fait, c'est un choix d'un caméraman, en fait. C'est plus ça. Ouais. C'est pas, je prends le temps. Ok, j'ai le temps d'installer mon trépied, prendre une contre-plongée, peut-être. Mais si j'ai le temps de le faire, j'aime faire ça. Parce qu'en fait, au final, on parle tous de la même chose. C'est toujours les mêmes sujets. Donc, je me dis, autant prendre mon angle de vue. J'ai mon angle de vue. Tu peux faire du pieux, tu peux faire du documentaire. Enfin, tu vois, en fait, moi, c'est mon angle de vue. Tu vois, toi, quand on parlait du cinéma, de Tarantino, ou même... t'as plusieurs prismes, même par rapport à la nostalgie. Il y a beaucoup, il y en a souvent, tu vois. Mais tu peux la choisir différemment. Par exemple, tu vois, Ed Wood. De Tim Burton? Non, le vrai réalisateur. Que le réalisateur. Il était nostalgique et sa lubie, son héros, ses héros d'enfant. En fait, il a pris un mec qui s'appelait Bela Lugosi, qui filmait, qui jouait Dracula, etc. Ça fait qu'il jouait Dracula, ouais. Mais il l'a pris pour jouer Dracula. En fait, joue Dracula devant moi. Tarantino, il a la même démarche que Ed Wood, sauf que il va pas demander par exemple à Gordon Liu ou à Travolta ou à par exemple Pam Grier de faire. Il va prendre, il sait ce qu'il y a derrière, il va le réactualiser et il va prendre ce que lui ressent là-dedans pour. En fait, ça dépend. C'est toujours la même chose, mais ça dépend qui l'utilise, comment tu l'utilises. Il aurait pris Bela Lugosi. T'aurais sûrement eu un chef-d'œuvre. Ed Wood, bon, on sait qui. C'est mignon, mais tu vois, c'est un français des années 80. Tu vois. Qui tu serais si tu étais un réalisateur? Alors. Non, mais dans un monde idéal, t'inquiète pas, entre nous. En fait, pour la phrase qu'il a dit, j'aime bien Scorsese, il a dit, moi je fais du cinéma indépendant à gros budget. Scorsese a dit ça. Ouais, et je trouve putain, si on pouvait faire ça, même dans le Torah, si je pouvais faire il a ce luxe un album underground à gros budget, putain, j'aimerais. Est-ce que ça c'est exactement ça, Scorsese, hein. Le dernier, par exemple, c'est exactement ça. C'est un film indépendant à gros budget. Et en fait, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est toujours lui qui a pas
il n'y a pas une marionnette, tu vois. Mais il fait ce qu'il veut et il a beaucoup d'argent. Il fait plus Main Street, tu vois. Il a le moyen de ses ambitions. Et ça, c'est vrai que ça, c'est extraordinaire. Et peut-être des fois, il faut des incohérences par rapport à certains trucs pour être complètement libre par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est. J'irais Scorsese pour ce truc, mais après, ça serait. Miyazaki, tu vois, celui qui a fait Harakiri. Ouais, bien sûr. Toi, lui, j'aime bien. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a fait Rébellion aussi, etc. Peut-être un cinéaste comme ça, plus obscur, mais. Ouais, qui est quand même une légende. Mais qui est. Ouais, Harakiri, quand même, c'est incroyable. C'est un film qui m'a. Avant, je crois que c'était Le Bon, la Brute et le Truand, mon film préféré. Ouais, à l'époque, on s'était vu, c'était ça. Et je crois que c'est Harakiri maintenant. Je crois. Ok. Je parlais de techniciens à qui on a pu parfois reprocher d'être trop dans la technique et peut-être pas assez dans l'émotion, même si pourtant il en a dit des choses importantes. C'est Nak, qui est sur ton album. Oui. Encore une fois. Mais quel morceau! Ouais, il est cool. Ouais, donc c'est en passe-passe, voilà, je spoil, mais bon, l'album est disponible, il sort dans 2 jours, je crois, au moment où vous voyez l'interview. Peut-être que vous l'aurez sorti avant, je sais pas ce morceau, mais il y a une forme, enfin, c'est mortel, j'ai trouvé. La prod est mortelle. Enfin, ça m'a fait plaisir aussi de réentendre Nak, tu vois, et de voir une vraie alchimie entre vous deux, quoi. Comment ce morceau s'est fait? Pourquoi tu voulais Nak Mendoza sur cet album? Nak, alors c'est une longue histoire, Nak, j'étais auditeur. Ouais. Il me semble qu'il y a une interview de l'ABCDR, une de tes premières, où vous parlez de Nak avec peut-être Zo qui t'interviewait à l'époque. C'est fort possible. Je crois que vous parlez de Nak et tu le connais pas encore, quoi. C'est juste. Non, je l'ai connu il y a 10 ans, quoi, Nak. Ouais. Et moi, je me rappelle d'une phrase en français, c'est du rap français, mais qu'il avait fait. Et c'était. Il faisait un truc du genre. Parle pas des types chauds, des sadiques, des pipes chauds, les petites choses qui font que ce monde est horrible comme Crip Show. Et ça m'avait. Je me dis, mais même un non francophone, il doit trouver ça dingue. Ouais. C'est au niveau de la musicalité du truc. Et c'était incroyable. Et en fait, c'est un mec, après, bon, j'ai connu les 10. Et mon frère habitait à Aubervilliers, ils sont de Bobigny, on s'était rencontrés. Et on est devenus amis, quoi, un peu tous, tu vois. Ouais. Et donc, je l'avais invité, Nak, sur Apache. Ouais. On avait fait un premier morceau. Et là, je lui avais dit, j'aimerais vraiment faire un truc. Là, j'avais envie de. Viens, on le fait ensemble. C'est costaud, quoi, tu vois. Ouais. On est parti chez mon frère, qui a un petit studio d'enregistrement. Et il est venu, et j'avais la prod de Skiz, et je fais. Viens, en gros, viens, on se prend pour Memphis Bleek et Jay-Z, tu vois. Ou Jay-Z et Biggie, Brooklyn Finest, un peu. Exactement. Tu vois, un truc. On s'amuse tous les deux et puis on fait semblant on redevient, on a 15 ans et on voit ces gars-là et on fait ça. Et ça s'est fait, mais vraiment, on a trouvé le truc, c'était Skiz à la prod toujours, qui a envoyé ce truc un peu qui a des connotations un peu, un peu revival, Just Blazienne, tu vois, on va dire. Ouais, complètement. Triomphal. Elle est triomphale, voilà, en fait. C'est triomphal. Et, moi j'ai kiffé, c'était top. Et ça, c'est un truc où vous écrivez genre rapidement. Ouais, ça écrit. C'est facile. C'est rapide. Oui, on l'a fait on l'a fait rapidement. Après, c'est tout le séquençage, etc. Ça, c'est différent. Mais ça va très vite. Après, en fait, après, c'était un peu parce que la rythmique est assez lente, mais on n'a pas l'impression. Mais elle est lente au niveau du débit. Donc, il fallait amener un pattern. Il fallait que, comme c'est du passe-passe, qu'il y ait un groove qui soit, même si on change d'instrument ou de voix, tu vois, que ça groove. Et ça a été facile. Et c'était, quand tu ressors, tu dis, je suis sûr que je serais pas l'auteur. Tu kifferais. Je kifferais, tu vois. Et ce qui est là que aussi on disait ça, tu vois. Il y avait sa chère et tante qui était là, pareil, elle était. Et je me rappelle, elle m'avait dit, elle dit ça parce que elle écoute avec les oreilles de l'amour. Mais c'était top. C'était, Nak, c'est un grand monsieur, c'est un mec que je respecte, c'est un bon pote. Et puis. Et lui aussi, quand on parlait, tu sais, de facilité, en tout cas de facilité apparente, parce qu'il y a forcément du travail, c'est un très bon exemple, tu vois, de ce truc-là, tu vois. Ça semble fastoche, quoi, de rapper comme Nak. Mais Nak, pour moi, Nak, ce genre de personne, tu vois, j'en parlais avec Myro. On avait fait un concert avec Myro. Hein. Tu vois, Myro, pareil, il me dit, j'ai écouté dans le train, j'ai écouté encore Nak, tu vois. Ouais. Parce que Nak, c'est. Il a pas du tout les. Pour là, tu vois, c'est pas spé. C'est technique, mais c'est très musical. Et pour moi, c'était
moi, c'est pour moi, hein, à l'époque, quand il était chez Bomba, c'était le plus Quinry des Français. Mais dans le bon sens Quinry, tu vois, pas. C'est-à-dire, il avait compris ce truc, il avait compris quelque chose que peu de gens avaient compris. Tu vois, des mecs, une sorte d'héritage de Hill, mais même dans le swing, tu vois. C'est-à-dire que même, tu faisais écouter, je me rappelle, tu faisais écouter à des non-francophones, les gens trouvaient ça charmé, musicalement, tu vois. T'avais pas besoin de comprendre pour kiffer, tu vois. Oui, il y a ce truc-là. Ils sont peu. Ça rebondit. Ils sont très peu. Très peu. Et Nak en fait partie. Il y a aussi toute une... Bon, ça, c'est pas nouveau, mais je trouve que t'en parles aussi quand même d'une manière peut-être un peu plus intime, peut-être, je sais pas, sur cet album-là. C'est aussi, entre guillemets... tes origines en tout cas, toi, tu sais d'où tu viens, enfin on sait que t'es d'origine irakienne, mais tu sais aussi peut-être avec ce qui va avec ça, la manière aussi dont t'as décidé de te construire toi. À un moment t'as cette phrase là qui dit je suis bougnoul que j'ai décidé d'être. On est arabe, on est des arabes, tu vois, pur sémite, en plus vraiment arabe, mais on n'est pas les arabes que la France connaît, tu vois. Donc d'entrée, c'est vrai que c'est particulier. C'est-à-dire que tu t'appelles Samir Hamad, mais on sait pas où. Déjà, t'as pas la tête d'un Maghrébin. On est orientaux. A essentiellement vu des Maghrébins. Ça a toujours été. C'est vrai que c'est un truc qui te construit bizarrement quand t'es jeune. T'es pas là. En fait. Et puis le côté. Ouais, mais toi, tu vois, l'arabe. C'est à un moment, il y avait un code. Fallait être un arabe. Un arabe, il doit faire ceci. Toi, même dans le Peura, tu vois, il y avait ça. Et moi, quand j'ai commencé, ce que j'expliquais, j'étais dans un groupe au tout début, et c'était un Peura très. Et je disais, ouais, c'est pas. C'est pas ce que tu voulais faire. C'est pas ce que je voulais. Et puis, ouais, mais. Je voulais pas être cet arabe-là, tu vois. Bon, après, on a. Toi, les Orientaux, les Irakiens en l'occurrence, on n'a pas du tout la même immigration. On n'est pas venu pour des raisons économiques, tu vois. On a fui. On a fui un pays. Donc, ton rapport, par exemple, mon père, son rapport à la France ne peut pas être le même qu'un ouvrier, par exemple, algérien, tu vois, qui arrive ici. C'est pas du tout et c'est même pas du tout la même approche de la vie. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des fois, il y a pu avoir des incompréhensions de ma part, surtout, où c'est pas une question d'élitisme, mais je me dis, mais on a un truc, tu vois, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on représente, que ce cliché qu'on veut me donner, tu vois. Et par exemple, tu vois, c'est un truc, j'aime pas utiliser des expressions arabes. Même, bon, je parle arabe, tu vois, mais... Non, tu parles arabe, toi. Je parle arabe. Ouais. Mais j'ai pas envie que ça devienne un langage, un argot français. Je sais pas pourquoi. Ce serait déprécié, tu penses, la langue arabe? Non, c'est que c'est pas sa place, c'est tout. Pour moi. Après, c'est pour moi, tu vois. Mais parce que c'est le côté variété encore. Hein. C'est quand je sais pas. Après, c'est un combat à la con, tu vois. C'est des fissures par rapport à mon père, par rapport à ce que vit ce pays. J'ai pas que ça soit réduit à. Je veux pas que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on a vécu, ça soit réduit à ça, tu vois. Et ça, c'est un truc, c'est très personnel, mais après, c'est un pays où je vais même plus. Tu vois, je pense que maintenant, j'aurai le droit d'y retourner, mais il faut que j'y retourne absolument. J'aimerais bien la Forad qui y va bien, mais oui, bien évidemment. Tu vois, des fois, tu te dis, ouais, mais tiens, quand je vais mourir, est-ce que quand je vais mourir, est-ce que je vais être là, tu sais, parce que la France, c'est mon pays aussi. C'est un pays qui m'a énormément. Tu sais, c'est quand même, je suis devenu Samir Hamad. Mais, tu vois, j'ai aucune animosité envers la culture française. J'aime ce qu'est. Tu la cites aussi, parfois. Je l'aime. Ouais. J'aime vraiment. Vraiment. Je suis français. Mon père me disait, de toute façon, t'as beau dire ce que tu veux, si la nuit tu rêves en français, t'es français. Et donc moi, Samir Hamad, je suis français. Et j'ai pas. Après, oui, j'ai des origines, mais je me considère maintenant vraiment français, tu vois. Je fais de la musique française. Je fais du rap français. C'est d'ailleurs le rap français pour moi qui est une. Comment on appelle ça? Une accaparation culturelle, là, comment on appelle appropriation ça? Culturelle. Appropriation culturelle, tu vois, un peu. On s'est approprié une musique de prolo américain et on en a fait un truc à part. Un truc à part, c'est ouf quand même. On parle de sens de la formule. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu dis jamais directement les choses. Mais une des dernières où j'avais kiffé, c'était Kendrick sur
Turn Me Up de Absol, où il fait I was a black sheep, now I'm just a goat. Et je trouvais ça incroyable. Ouais. Et en fait, t'as le petit sample qui revient. En fait, au début, Black Sheep, bon, Goat, j'étais un bouton noir, maintenant je suis une chèvre, mais Goat, Rest of All Time. Et en fait, et juste avant, en fait, t'as le sample de Black Sheep, avec Dress. Ouais. Et en fait, il y a 4 couches, tu vois. Ouais. En fait, c'est exactement ça, j'aime beaucoup. Et justement, il y avait un truc aussi, c'est qu'on dit que Jay-Z a simplifié son écriture au fur et à mesure. En fait, il a pas simplifié. C'est le storytelling, quoi, et que même moi je dis d'ailleurs. Ce qui est faux. Ce qui est totalement faux. Jay-Z, il a pas simplifié son écriture. Toi, par rapport là, en fait, c'est très Jay-Z ce qu'a fait Kendrick Lamar. Là. Oui, et double entender, comme ils disent. Exactement. Ou triple. Ouais, c'est un tiroir de fou. Moi, le rap américain fait énormément ça. Pour ça d'ailleurs que pour les gens qui disent que les Américains écrivent moins bien que les Français, non. Voilà, c'est un débat qu'il faut clôturer. Non. Voilà. Là, c'est vraiment c'est The Wire et Joséphine Ange Gardien des fois. Je te jure. Ah non, ça je suis pas d'accord. Bien sûr, mais bon. Jay-Z, en fait, il a simplifié l'élocution. En fait, il avait le Diggy Style un peu là d'assez fixe avec Jazzo. C'est ça qu'il a simplifié. Il a simplifié l'élocution, le débit, pour complexifier le sens. Il a complexifié le sens, Jay-Z. Oui. Il s'est permis des triples sens qu'il ne pouvait pas faire avant, parce qu'en fait, l'entendement était différent. Oui, mais tu pouvais même pas le faire en termes de flow. Voilà. Donc, en fait, tu avais à George Bush the Button. En fait, tu le comprenais pas, mais là, avec 5 patterns de il te fait un triple sens. Donc, il a en simplifiant. C'est même pas en simplifiant. C'est en rendant ça plus intelligible. Ouais, plus intelligible en termes d'oralité. Oui, c'est ça il va complexifier le discours. Enfin, complexifier, c'est pas le mot. Non, mais c'est permis plus de richesse dans ses textes. C'est exactement ça. C'est pour ça que Jay-Z n'a pas simplifié son écriture. Jamais. Il a rendu la forme plus intelligible pour un rendu beaucoup plus puissant, tu vois, au final, qui est avec des sous-couches d'entendement, etc. Ça, c'est là où je veux être, tu vois. D'ailleurs, tu as une ref à Jay, tu parles de toi et tu dis petit passage à vide, comme pour Kingdom Come, qui est un bon album. Qui est un excellent album, mais. Excellent, je sais pas, mais il y a des très bons. Mais c'est ce passage à vide que je veux. Si j'ai les passages à vide, je veux le passage à vide comme Kingdom Come, tu vois. Si on parle de tes refs, je reviens rapidement sur l'écriture, mais moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est cette manière de télescoper des choses, et même parfois des époques qui, a priori, n'ont rien à voir entre elles. J'ai la taille de Spud Webb, je suis Baudelaire en sportswear. Orateur, Big Noise sur du Pink Floyd. Alors évidemment, la rime, oui, d'accord, mais je suis Big Noise sur des images, Floyd, en fait, tu vois. Ou tu disais aussi, c'était sur le projet précédent, je suis comme Tolstoy sur du Scott Storch, tu vois. Enfin, ça c'est ton truc aussi. T'aimes bien, parce que c'est aussi en ça que je parle de bouillon de culture extérieure, c'est que tout ça c'est toi et tu le recraches dans ton rap en fait, tu vois. Et t'arrives à jouer avec ça, jouer avec ces refs là, faire en sorte que ça rebondisse, que ce soit joli à entendre, tu vois, genre il y a sur du Pink Floyd, mais en même temps ça se voit que c'est. Mais c'est pas que la technique, tu vois. Non, faut pas que ça soit ça. Mais en fait, ça raconte un truc sur toi, en fait, et sur d'où tu viens. Et ça, c'est aussi, je trouve, une de tes particularités, c'est comme ça, de mélanger des choses qui a priori vont pas ensemble. Ouais. Tu vois. Parce que c'est ce que je. Pendant longtemps, je pensais être ça, tu vois. Ouais. C'est cet arabe d'Orient qui est en France, qui a pas de. On est peu, tu vois. Si à un moment je devais me marier avec quelqu'un qui, à part, je peux pas me marier, tu vois. Je suis mort. Ouais. C'est. Si on était dans le communautaire, je peux pas être communautaire. On est 4. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. On est 4 Irakiens, on est 5. Tu vois, qu'est-ce que je vais faire? Donc t'es obligé de t'ouvrir. Et à un moment, tu pars et tu prends tout ce qui t'intéresse sans t'oublier, tu vois. Donc c'est avec une histoire familiale. Donc tu imagines pour mon père qui arrive en France et son fils, et lui il rêvait d'un fils qui fait du skateboard, mais il savait même pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Et en même temps, c'est je sais pas, c'est comme ça. C'est ouf. J'aurais même pas dû être là à faire du skate. C'est futile. J'ai eu le luxe de faire des choses futiles et de m'inquiéter pour un devoir d'histoire qu'il n'avait pas révisé le dimanche. J'ai eu ce luxe-là. C'était ça. Quand tu compares ça à la vie de tes aînés, à mes cousins, tu vois, à mes tantes, à mes oncles. C'est ma tante qui est sur l'album, tu vois. Ok. La cover, tu veux dire? Ouais, c'est ma tante qui a quasiment. Et tu vois, en fait, ce que j'aurais dû peut-être être, tu vois, est-ce que j'avais des problèmes, c'était. Je faisais du skateboard, j'avais un contrôle d'histoire. Moi, je trouve ça incroyable, tu vois. Et que maintenant, j'ai
j'ai un fiston, tu vois, qu'on le nom, parce qu'en fait, en plus, nous, Ahmad, c'est une erreur, en fait, c'est juste le prénom du grand-père qui est arrivé. C'est comme Corleone dans le Parrain. C'est exactement la même chose. Okay. C'est exactement. Et en fait, qu'il y a des. Moi, des fois, ouais, la vie est bien faite, tu vois. Des fois, la vie, ouais, faut accepter. Et il y a des choses cool, et il faut voir ces choses-là, des fois, de temps en temps. Après, bien sûr, faut toujours. Faut toujours y aller, tu vois. Faut toujours rentrer dedans, faut toujours être curieux. Pour moi, hein, je parle pour moi-même, hein, je parle à moi-même. Mais des fois, faut savoir. J'ai pas assez remercié pendant un moment, tu vois, la vie, tu vois, ou ce que tu veux, tu vois. J'ai pas assez remercié. Des fois, j'ai pas assez remercié. La vie ou Dieu, si t'es croyant. Voilà, exactement. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Et mais ouais, j'apprends doucement. Et je me dis ouais, c'est quand même, tu vois. Déjà, on dit d'être vivant à 40 piges, à 42, tu vois. Ce qu'on disait avant la discussion. Voilà, déjà c'est cool. Et après, mais il faut faire mieux. Fait des trucs que t'aimes dans la vie, c'est une chance. Ouais, voilà, mais même si c'est, même des fois on me dit, tu vois, t'es pas là où tu devrais être. D'où le perdant magnifique, tu vois. T'es pas, mais si en fait si c'est ça, si je dois avoir 5000, c'est ça, si je dois avoir 5000 auditeurs par, j'ai 5000, mais après les auditeurs ne se valent pas. Moi, tu peux les multiplier par 25 ou... Non, mais c'est ça que je veux dire, en fait. C'est déjà très... Faut faire beaucoup mieux. Mais crache pas. Toi, tu peux faire beaucoup mieux. Rends-toi compte de ce que tu veux. Voilà, rends-toi compte. Et apprécie certains moments, tu vois. Apprécie certains moments... plutôt, je parle à moi, c'est pas un conseil que je donne. Chacun fait. Moi, c'est ce que je me dis, tu vois. Ouais. Après, Samir, vas-y, sois cool avec toi. Caresse-toi un petit peu la nuque, et puis... Il y a un morceau que j'aime beaucoup, c'est Machete sur l'album. Oui. Donc référé au film de Robert Rodriguez ou... En gros, ouais, c'est pas ça. Enfin, à ma chère et tendre. J'allais en parler parce que je voulais être sûr que. Déjà, ça m'a étonné parce que. J'en parle jamais. J'aime bien Robert Rodriguez, mais je suis pas fan de ce film, moi personnellement. Mais non, voilà. Mais après, ça peut être un plaisir coupable. Madame. Oui, effectivement. Mais c'est là où, effectivement, où tu parles un peu, en tout cas à ta manière, de toi et de cette histoire d'amour, en fait, où tu dis d'ailleurs, t'as encore une ref, toujours au rap, hein. Si t'en tues un, il en reste une. Donc évidemment, ref à lunatique. Des fois, je me dis, putain, ça va être compliqué avec. Même moi, des fois, je me comprends pas, tu vois. Parce que bon, il y a eu des trucs, tu vois. Après, il y a eu des compromis, tu vois. Moi, les enfants, comme je dis, j'ai donné un maximum, tu vois, j'essaie d'être là, vraiment. Mais elle, c'est vrai que... Il y a des choses que je comprends, tu vois, là, ce qu'on appelle la charge mentale, tu vois. On n'en parle jamais, la charge mentale, nous. Mais nous, la charge mentale... C'est un mot qu'on a découvert, une expression qu'on a découvert il y a 3 ans. Mais pas, tu vois, bien sûr, mon père, il n'y a pas de charge mentale. Ouais. Mon père, il a... Tu vois ce que je veux dire? Moi, même jusqu'à mes sœurs, moi, ce que je disais, j'avais jamais fait mon lit avant d'être arrivé à la fac, ou je savais pas faire, tu vois. Bien sûr. C'est bizarre, tu vois. Je l'ai appris, tu vois. En fait, j'ai mis du temps, moi, à comprendre tout ça. La charge mentale. On est un peu égoïste, en plus, nous, en tant qu'artistes. On est égoïste, tu vois. Je le sais. Moi, en tout cas. Et c'est vrai que des fois, tu fais passer des choses et c'est très dur. Je pense, ça devait être très dur par moment. Elle a accepté, tu vois. Après, elle savait à qui elle se mettait, hein, depuis que c'était un bougnoul différent, tu vois. Et c'est pas forcément un rappeur à la base, je sais pas. C'est pas un rappeur, mais j'étais déjà un peu, voilà. Mais c'est vrai que, comme tu sais, quand tu te mets avec quelqu'un, les femmes, enfin, une dame... Je pense, en général, c'était mon oncle qui disait ça. En fait, quand une femme et un homme se mettent ensemble, il y a un proverbe irakien qui dit, en fait, la femme rêve que l'homme va changer, et l'homme rêve que sa femme ne change jamais, tu vois. Mais la femme change beaucoup. Elle prend elle prend la famille, elle prend un rôle de mère très vite, ou de femme, enfin, de travailleuse, etc. Tu vois, nous, moins. Nous, on change moins vite. Elle change. Et toi, tu rêves qu'elle ne change pas. J'ai l'impression que même souvent, les hommes, c'est même pas, c'est qu'ils veulent pas changer parfois. Ils veulent pas changer. Ce truc-là de changer, ça veut dire grandir, voire vieillir. Donc, c'est plus être un gamin, plus. Elle, oui. Ouais. Elles veulent grandir. Exactement. Sans vouloir faire de généralité. Mais je partage ce sentiment. À 25 ans,
Moi, je faisais encore du skateboard. Elle était 30 ans même. Elle faisait des crédits. Après, t'as commencé le rap. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois, oui. Je suis corda avec toi. T'imagines, je faisais du rap avec des copains. Ouais. À 30 piges. On était déjà dans les crédits. Elle était déjà en train de faire des plans. On va acheter. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Même si. Et c'est vrai que la charge mentale, il y avait tout ça et que j'ai pas. Mais non, mais même, je dois. Ouais, j'imagine, elle le sait, tu vois. Je sais même pas si elle regardera l'interview, mais. Je pense qu'elle le sait, tu vois. Mais c'est vrai que c'est marrant, ça. Des fois, je me dis, putain, ça serait top de faire un truc sur les artistes, pas les rappeurs forcément, les artistes. C'est la relation qu'ils ont avec leur chair et tendre qui est pas du tout là-dedans et qui ne comprend pas. Et moi, alors, je le dis ici. Vas-y. Je sais pas si tu garderais ce montage. Je voulais lancer un podcast à un moment avec les compagnes ou compagnons de personnalité, tu vois. Genre comment, et effectivement, souvent quand elles sont pas dans. Genre, évidemment, mon goal c'est Véronique Zidane, évidemment. Je veux une interview de Véronique Zidane, tu vois. Qui est impressionnante de toujours là, mais tu sens qu'elle est importante pour lui, mais dans l'ombre, en réalité, qu'elle n'a jamais essayé. S'intéresse-t-elle au foot? J'en sais rien. Peut-être pas, j'aimerais qu'elle ne s'intéresse pas au foot. Aussi, en tant tous les enfants sont footballeurs, donc c'est compliqué, je pense, de pas s'y intéresser. Mais je trouve ça intéressant, effectivement, de comment tu vis ça, comment tu accompagnes. Parce que, et homme ou femme, hein, parce que la phrase genre tout derrière un grand homme se cache une femme, bon, c'est aussi pareil pour les femmes. En fait, c'est un peu cliché de réduire la femme à ce truc de soutien, mais. Parce qu'elle soutient, mais elle a aussi sa vie de son côté en fait, et parfois elle fait ses accomplissements de son côté. Et j'imagine que pour ta femme c'est pareil, c'est pas juste un soutien en fait. C'est quelqu'un, en fait, heureusement, c'est quelqu'un de très indépendante et économiquement débrouillée. Tu vois ce que je veux dire? Elle fait sa vie, elle a son truc, parce que c'est pas compter sur moi. C'était compliqué, surtout au tout début, tu vois. Mais oui, c'est. Est-ce que c'est pas un peu, des fois, est-ce que nous, je parle même pour toi, aux journalistes, ou pour nous, on est des grands gamins, tu vois, même à 60 ans, est-ce que c'est pas un peu notre deuxième, tu sais, les trucs un peu PMI compteur, mais nos deuxièmes mères, ou tu vois, je me demande des fois. Hein. Après, elles ont des rôles de ouf, tu vois, qu'on se rend. Et heureusement, mais quelle résilience, je me dis. Je l'ai pas, je l'apprends. J'ai encore du temps. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'on est long, tu vois. Nous, à 40-50 ans, on a encore 20 ans, des fois, tu vois. Il faut du temps. Tu parles du rap américain, etc. C'est quand même avec ça que tu arrives au rap. Mais je voulais juste qu'on parle d'une ref sur le très bon morceau avec Okis, à l'homme qui ne valait pas 10 centimes. Ouais, t'es le seul. T'es le seul là. Tu vois le film avec Jet Li? Oui, The One. Voilà. C'est mon petit moment ego trip. Tu vois, c'est mon petit moment ego trip. Mais la prod me faisait penser. En fait, tu sais que quand tu la rappes, la phase, je fais. Première fois, je fais, ça me dit un truc. Et puis le morceau, il est pas. Et je réécoute le morceau, je fais. Et donc je fais. Je me suis dit, est-ce que c'est l'homme qui ne valait pas 10 centimes ou C'est beau la vie avec Bernard Tapie? Et en fait, non, c'est l'homme qui ne valait pas 10 centimes. C'est beau la vie, elle est top. Mortelle. Et d'ailleurs, tout ce projet de Liaison dangereuse est extraordinaire. Mais l'homme qui valait pas 10 centimes, c'est quand même un morceau de ouf. C'est magnifique. Mais voilà, je voulais juste parce que moi, à cette époque-là, j'étais vraiment un grand fan de Gynéco, même jusqu'à Quality Street que j'aime bien. Même s'il commence à être dans la variété pour le coup. Mais ouais, c'est quand même un mec, t'as quand même écouté du rap français quand même. Gynéco, tu passais pas à côté en plus à l'époque. Mais surtout, rien que musicalement. En fait, là, c'est Nabil qui a la prod, tu vois, de ce morceau. Et tout est joué. C'est lui qui fait tous les instruments avec son équipe et tout. Donc c'est vraiment un morceau joué. Et il y avait cette patte un peu, réactualisée, mais un peu West gynécoïenne, tu vois. C'est pour ça que j'ai voulu inviter Okis, Lyon. Parce qu'il est pas du tout sur ce genre de truc. Non, mais Lyon, c'est la funk en fait. C'est comme Don. Tu dois être dedans, tu vois. Tu dois être absolument dedans. Et il faut qu'il y ait un côté un peu. Là, c'était un long débat. Il y avait en fait, faut qu'il y ait un côté un peu ringard dans ce genre de son. Pas ringard, mais plaisir coupable, tu vois. Et c'est Taipan qui me l'a ramené avec le chant. Il y a Taipan sur ce morceau. Il y a Taipan sur ce morceau. Qui apparaît un peu, tu vois. Il m'a dit, vas-y, il faut que je fasse un truc un peu. Et moi, ça m'a plu. Moi, j'aime. Ouais, c'était. Ça, c'est sucré, tu vois. Et après, pareil, c'est très. C'est cool à poser, tu vois. Quand t'as des basses rondes comme ça, c'est très, très agréable. Physiquement, c'est très agréable à poser, ce genre de morceau. C'est un vrai plaisir. Tu fais même plus gaffe à ce que tu dis, tu vois, en fait. Tu balances des sons et c'est très. Et en fait, il y avait ce truc à la gynéco qui me. Je trouvais que ça passait crème et puis même il y a que les morts qui ne parlent pas. Qui est une belle phrase en plus. Incroyable.
Incroyable. Non, vraiment, mais Gynéco avait des. Je sais pas si c'était lui qui écrivait tout. A priori, non, d'après ce qu'on a. C'est ce que j'ai entendu. Mais peu importe. Peu importe. Il l'interprétait bien, en tout cas. Ah ouais. Non, s'il y avait plus de filles, s'il y avait plus de filles carrées comme Maria, je fumerais moins, je boirais moins de Bavaria. Je combattrais la peste, la malaria. La malaria. Ouais, extraordinaire. Ouais. Non, mais et puis la manière de le, tu vois. Ouais. Mais toi, là, il y a de l'aisance. Après, il faisait peut-être pas exprès de ouf. Oui, je sais pas. C'était un peu maladroit. Je pense que c'était le bon moment, la bonne personne au bon moment. Ça a pas duré très longtemps parce qu'après, il avait plus ce truc-là, tu vois. Mais à ce moment-là, il incarnait un truc. Pour moi, Gynéco, il aurait pu être. En fait, il y avait que rap. Pop. Mais il y avait la DA. Il y avait des gens malins derrière. En fait, quand tu dis pop, en fait, c'était même racé. C'était, en fait, il y avait tout un travail d'héritage musical culturel de la Californie qui était là, tu vois. Absolument. Le premier album, c'est ça, Ken Kesey à la prod. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais c'est, moi, j'ai des regrets parfois parce que je pense qu'il aurait pu être le trait d'union entre plein de choses. Il avait la gueule pour, tu vois. Mais bon, après, il a fait sa carrière et voilà. Il a fait son truc. La France ne pardonne pas certains écarts. Non. Ça, c'est dur. Dernière question. Même si j'aurais pu, voilà, ça pourrait durer longtemps, mais je voulais justement faire une boucle avec la première interview qu'on a faite, où, pareil, parce que c'est une interview. C'était une interview cinéma, c'était même pas Peura en fait. À l'écrit, sur la BSNR, absolument cinéma, parce que je voulais parler de comme on t'avait déjà interviewé, je voulais qu'on parle de tes rêves cinéma à l'époque. Oui. Mais il y a quelque chose qui m'avait marqué, parce que moi, à cette époque-là, j'étais vraiment dans le truc, faut pas dire que c'était mieux avant. Tu vois, et peut-être un peu jeunisme du coup. Tu sais, je me méfie des gens qui disaient ça. Je l'ai eu aussi. Et toi, tu m'avais dit à cette interview-là un truc qui m'a marqué, je m'en rappelle, tu m'avais dit. Oui, faut pas dire que c'était mieux avant. Je t'ai beaucoup marqué. Bah ouais. Et tu m'avais dit, mais il y a quand même des trucs qui étaient mieux avant. Et parfois, faut le dire. Ah oui, il y a des trucs qui étaient mieux avant. Notamment, tu m'avais dit, le cinéma français, il y a un moment, il y a eu un âge d'or, ça veut pas dire qu'on en revivra plus. Mais... Et je me suis dit, c'est vrai en fait. Il faut peut-être pas avoir peur de dire quand juste on pense que des choses étaient mieux avant, ça veut pas dire que tout ce qui sort est flingué. Et donc, ma question est une question de merde, mais je vais finir là-dessus. Est-ce que le rap c'était mieux avant, Samir Hamad ? Alors ça dépend quand. C'est ça aussi. Mais en vrai, la question que je veux poser, c'est est-ce que toi, parce que dans ce que tu cites, dans ce que tu partages parfois, j'ai l'impression que c'est souvent quand même des trucs d'une période. Mais je sais que tu kiffes Vince Staples, je sais que tu kiffes les derniers Schoolboy là, putain, c'est trop bien. Mais c'est quand même des gens qui sont là depuis plus de 10 piges. Ouais, bien sûr. Parce que c'est mon école, parce que c'est les gens avec qui j'ai grandi. Les mêmes rêves aussi, on est de la même génération. C'est les gars, c'est exactement les gens de mon âge. Oui, donc c'est normal que tu. Pas la même musique, à toute proportion gardée. Mais on est dans le même. Évidemment, ça me parlait très vite et je comprends très vite. C'est fait pour moi. Mais est-ce que tu te prends c'est pas pour ça que c'est mieux. C'est pas pour ça que Schoolboy Q est mieux qu'un nouveau arrivant. C'est mieux quand même. Pour moi, c'est même pas. Non, c'est que ça me parle plus. Mais je comprends complètement que pour mon neveu, quelqu'un qui a 17 piges, qui a 17 ans, Travis, c'est 1000 fois mieux. Tu vois, je comprends complètement et j'arrive à le concevoir. Comme pour moi, c'est que quand il y avait le Peura, quand je t'ai dit, quand j'ai découvert Smith, Tribe, Cajole, j'ai essayé d'aller, j'avais essayé Public Enemy. Je comprenais pas. Pareil. Je comprenais pas. Alors que c'est immense. Mais c'est que c'est très bien. Mais moi, j'ai pas les trucs. Par contre, je suis revenu après encore plus loin. Et il y avait des trucs comme Audio 2. Toi, Top Billing. C'est 4. Ça me parle. Parce qu'après, il y a eu AZ qui l'avait repris. Tu vois, en fait, et des fois, tu reviens en arrière, tu reviens en avant. En fait, je sais pas s'il y a un truc. C'est dur, hein. Est-ce que c'était mieux avant ? Non, mais c'est une question de merde, hein, t'es pas obligé d'y répondre. C'est très compliqué. Il y a des choses qui étaient 1000 fois mieux avant, et des choses qui étaient catastrophiques avant. Et ça me permet plutôt de parler d'un truc dont je voulais parler, pardon, et conclure là-dessus, parce que je trouve que, et ça c'est cool, tu donnes beaucoup d'amour aux années 80, parce que c'est sûrement la décennie où t'es né, j'imagine. Oui, c'est ça. Et il y a quand même des refs aux années 80, notamment au rap des années 80. Que j'ai découvert très tard, j'ai découvert à 5 ans. Mais parce que c'est un truc qu'on... Tu vois, ça peut même sembler parfois dur à écouter. Alors qu'il y a des trucs charmés, tu vois, des trucs vraiment charmés. Mais moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Il y a un sample de Wild Style aussi. Oui, exactement. You shut the fuck off, Chico man. Wild Style, tu vois. Oh, tu l'as, mais t'es... C'est Mehdi quand même. Hein. Mais je t'ai dit, tous les auditeurs ne se valent pas, c'est ça, vraiment. Si tu le dis. Ouais, je te le dis. Mais en tout cas, les 80s, c'est quand même un truc où je trouve c'est important pour toi en tout cas dans tes rêves, dans ce que tu renvoies. C'est une décennie que t'aimes, alors que souvent c'est un peu genre kitsch, tu vois, les années 80, c'est un peu genre Karate Kid. Ouais, voilà. On mettait des bandeaux, ouais, bien sûr. Mais t'as de l'amour pour ça, toi. Ouais, quand même.
Parce que, bon, déjà, en fait, c'est la même période que maintenant, un peu ringard kitsch. Ouais. Tu vois ça comme sans ça, les toi. portables et les réseaux. Tu vois. Donc, on pouvait pas savoir. Ouais. Tu pouvais te cacher de tes plaisirs Des coupables. conneries. Voilà, c'est ça. Ça que j'aime bien. Ouais. Les années 80, c'est Ralph Macchio, tu vois. Ouais. Tu sais, tu te prenais pour Ralph Macchio, tu prenais un bandana, des jeans Allez trop googler courts. Ralph Macchio. Allez Ouais. googler. Ouais, Ralph Macchio. Et bah moi, il y a un côté. Et puis c'est le début. J'aime bien les débuts. Ouais. J'aime bien les débuts des choses. Toi, je sais pas, j'ai pas vécu. Toi, j'étais tout petit. Oui. Mais les gens qui ont vécu ça, j'en suis des fois jaloux, tu vois. La création d'une la vache, musique. j'aurais une trop rencontre, un aimé. mouvement. Mais j'aurais aimé. Ouais. Mais bon, voilà. Samir, c'était un plaisir. Bah oui, cool. Vraiment, tu reviens Ouais. quand tu veux. La vie est bien faite, dispo le 15 mars. C'est ça, 15 mars et le 23 mars La place. à la place hip-hop. Let's go. Même s'il y a de la concurrence, on est là. On sera là en tout cas. Merci, Merci Mehdi. beaucoup. On s'y en jus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.